Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Moïse Guidjongan du Social Democratic Front. En face de lui, Paul Eyoum de l'UDC. Paul Eyoum, professeur Joseph Ouna, 11e membre, comme je l'ai dit, le Conseil constitutionnel affiche désormais complet. Déjà l'homme, le professeur Ouna. Le professeur Ouna, Conseil constitutionnel, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, le professeur Ouna, d'abord, c'est un éminent. Il a été, je crois, enseignant de droit constitutionnel, si je ne me trompe pas. Oui, il a fait partie de l'équipe, au départ, qui s'occupait du dossier de l'affaire Bakassi. Il a été ministre de l'Éducation nationale, ça veut dire que c'est un homme politique accompli. Il a été militant du parti au pouvoir, aussi, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de voir le Conseil constitutionnel avoir ses 11 membres. Néanmoins, permettez-moi de décrire quand même quelque chose qui revient à ce que je parlais de consensus électoral. Vous savez, le Conseil constitutionnel, 8 de ses 11 membres ont été militants du parti au pouvoir. Vous voyez que nous sommes encore là dans les entorses. Je reconnais et je veux bien que les militants, anciens militants, disons, de partis politiques, soient membres du Conseil constitutionnel. Ça se fait partout au monde. Mais 8 membres sur 11 d'un seul parti. Donc vous avez un problème avec le nombre? 8, c'est énorme. Sur 8, sur 11. C'est énorme. Sincèrement, oui. C'est énorme. On aurait pu peut-être choisir quelqu'un d'autre qui est apolitique, c'est-à-dire qui n'a pas une coloration politique, pour nommer au Conseil constitutionnel. Si le président de la République a porté son choix sur M. Joseph Ouna, il avait ses critères, vous savez, c'est le pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas juger la décision du président. On ne sait pas pourquoi, mais on peut la commenter. Et dans ce commentaire, je dis une fois de plus, on ajoute un 8e membre du RDPC sur les 11 membres du Conseil constitutionnel. Et ça pose un problème pour nous autres de l'opposition, parce qu'on a l'impression que peut-être ceux-là seront encore guidés par les réflexes de leur parti. Au moment venu, il faudra rendre la décision pour la justice et pour le bien de notre pays. Voilà, Moïse Guidjongan. Sur les 11, on va rappeler, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République et désignés de la manière suivante. 3 par le président du Conseil, dont le président du Conseil par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée après avis du bureau, 3 par le président du Sénat après avis du bureau, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont désignés, mais c'est le président qui nomme. Il parlait de 8 qui viennent du RDPC, selon l'ancien, comme il dit, l'ancien RDPCiste. Oui. Ça vous dérange également? Toutes ces consultations, non, c'est la loi qui le dit, et c'est cette loi qui est en vigueur. Nous restons des légalistes, des républicains, mais je dois dire que ce soit des personnes désignées, on aurait pu dire proposées par les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale. Il va de soi que même là-bas, c'est le président de la République qui oriente tout cela, dont les 11 sont des personnalités toutes désignées par le président de la République. Je voudrais dire, à la suite de Paul, que le professeur Joseph Ouna est connu d'abord parce que il est reconnu comme étant l'un des meilleurs constitutionnalistes, même au-delà de nos frontières, surtout au niveau de l'Afrique et même peut-être plus. Mais le président Ouna, le professeur Joseph Ouna a également été secrétaire général de la présidence de la République. On sait quel rôle il a joué dans le dossier de Bakassi. Nous retenons également de lui parce qu'il a plusieurs fois bénéficié de la confiance du président Paul Biya. Son passage au niveau de la commission de la FECAFOOT, avec cette fameuse commission mise sur pied par la FIFA, le comité de normalisation. Nous connaissons les résultats de son passage à ce niveau. Nous savons aussi que le professeur Joseph Ouna, pour moi, s'est longtemps prononcé sur la succession du président Paul Biya. Et à l'époque, il a émis le vœu de voir le pouvoir roter. Il a parlé de la thèse de la rotation et il disait à l'époque de manière tranchée que ses frères, pour reprendre son expression, Betty et Boulou, doivent se préparer à ce qu'après le président Biya, qu'un de leurs ressortissants
ne soit pas président de la République immédiatement après. Cela a fait couler beaucoup d'encre de salive dans les rangs même du parti au pouvoir, et il a continué dans le cadre de ces débats même à prendre d'autres positions par rapport à un certain nombre de grands groupes, je veux le dire ici, ethniques, qui composent le Cameroun. C'est donc dire aujourd'hui qu'il est membre du Conseil constitutionnel. J'attends de voir une nouvelle personnalité se dégager en lui. Je fonde de ce vœu, parce que quand on a cet âge-là, on doit pouvoir aujourd'hui se regarder peut-être un peu dans le rétroviseur, mais participer à la construction réelle de l'avenir du Cameroun pour, un peu comme le président Biya l'a dit, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Alors, le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, mais est beaucoup plus attendu par l'imagerie populaire sur le plan des élections, la proclamation des résultats des élections, notamment l'élection majeure qui est la présidentielle. Et les signaux semblent dire que son arrivée au sein de ce Conseil constitutionnel n'est pas le fait du hasard. Attendons de voir les 11 se mettre au travail, parce que une élection présidentielle, je le redis, s'annonce. Voilà, on va rappeler les dates. Jean Foumana Kamba est décédé le 13 janvier 2019. Le professeur Owona est nommé le 15 avril 2020. Il prête serment. 2019 ou 2020? Qui? Le décès de Jean Foumana. 2019. C'est vrai, oui, c'est vrai. 2019, 13 janvier 2019. Le professeur Owona est nommé membre du Conseil le 15 avril 2020. Il prête serment ce jour-ci. Donc lui, il dit que ce n'est pas le fait du hasard. Oui, pour Moïse Guidjol Gan. Oui, vous savez, déjà, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle du Conseil constitutionnel actuellement. Vous savez, le Conseil de la magistrature lui-même n'a pas siégé depuis déjà 3 ans. Oui. Donc, ça veut dire que si on a pu remplacer le Conseil constitutionnel, il faut aussi qu'on pense à faire pareil au Conseil de la magistrature pour qu'il puisse siéger. Il y a des magistrats qui attendent les promotions, c'est-à-dire qui attendent les intégrations. Donc, et vous savez que c'est le président de la République qui est le président du Conseil de la magistrature. Donc, j'espère et je souhaite que le président de la République s'arrange aussi à ce que de ce côté du Conseil Conseil de la magistrature, qu'il y ait aussi tous les membres et qui travaillent pour que notre pays puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, si le Cameroun reste encore à l'épreuve de la démocratie, 30 ans après le retour au multipartisme, il n'en demeure pas moins que notre pays est encore loin du compte. Moi, je dirais que nous sommes encore à 40%. Il faut pousser davantage les efforts parce que vous savez, il y a 4 principes fondamentaux de la démocratie. Il y a premièrement le multipartisme, il y a deuxièmement le respect des droits et des libertés, troisièmement il y a l'expression du suffrage, c'est-à-dire le vote, et quatrièmement il y a, j'ai parlé du respect du multipartisme, l'expression du suffrage universel, oh là là, ça me fuite, bon, ça va revenir après. Donc ce qui fait aujourd'hui, quand on regarde le respect des droits et des libertés, nous sommes un peu en régression. Vous avez vu les cas du journaliste Ouazizi, il y a un autre journaliste actuellement, on a dénoncé le multipartisme, on peut dire il y a plusieurs partis, on doit le reconnaître. Au niveau du scrutin électoral, ça pose un problème au niveau du vote parce que beaucoup de personnes ont le sentiment que les leviers, c'est même une réalité, c'est pas seulement une affaire de sentiment, les leviers électoraux sont tenus par ceux qui ont le pouvoir. Donc il faut qu'on trouve les moyens. Voilà, le 4e point, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà les 4 facteurs fondamentaux de la démocratie. Et aujourd'hui, on voit que le système judiciaire et le système législatif, les 2 pouvoirs sont inféodés par le pouvoir exécutif. Et nous, on a encore notre problème au Cameroun, c'est que les fonctionnaires agissent au-dessus des politiques. Ça, c'est un autre problème. Vous avez vu tout à l'heure, Moïse a dénoncé, par exemple, l'inféodation des préfets dans les conseils municipaux. Avec le nouveau code général de la décentralisation, un préfet ne peut plus annuler la décision de l'exécutif municipal. Il ne peut qu'aller au tribunal administratif. Là-bas, on va juger. Un préfet doit respecter les nouvelles données de ce nouveau code de la décentralisation. Mais dans les faits, nous n'en sommes pas encore là. Donc, s'il faut regarder le Conseil constitutionnel,
il faut regarder le conseil de la magistrature, il faut regarder tout ce qui ne va pas. Le conseil économique et social, je vous assure, si on dit au Camerounais qu'il existe le conseil économique et social et qu'il y a un monsieur Ayaan, lui qui en est président, les Camerounais ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il peut même passer en route, personne ne saura qui passe. Parce que ce conseil n'a pas siégé depuis des années, mais chaque année, il y a un budget qui est voté au niveau de l'Assemblée nationale en milliards pour un conseil qui ne fonctionne pas, qui est fictif. Donc, si on a pu aujourd'hui faire en sorte que le conseil constitutionnel soit dans son nombre intégral de 11 membres, je prie le président de la République de le faire pour toutes les autres institutions pour nous permettre d'avancer. On parle aujourd'hui des régionales, c'est une nécessité. Puisqu'elles viennent après les sénatoriales, il faut qu'on ait les conseillers municipaux et les conseillers régionaux pour pouvoir avoir tout notre système constitutionnel tel que nous l'avons conçu en 1996. Moïse Guidjolgan, Poléyoum parlait en début de ce débrief de 8 qui seraient d'anciens membres du RDPC. On va vérifier. Comment faire donc pour éviter ce qu'on a vu après l'élection présidentielle de 2018 par rapport au Conseil constitutionnel, que des candidats puissent émettre des réserves sur certains des membres. Comment éviter ça? Non, que lorsque le Conseil a parlé, qu'il n'y ait plus... Non, pour que, dans tous les cas, quand nous avons une élection, et si le législateur a prévu des voies de recours, c'est parce que le législateur a compris et sait qu'il y aura toujours quelques personnes qui ne seraient pas plus ou moins satisfaites du résultat. Et alors, on leur donne l'occasion de s'exprimer. Le Conseil constitutionnel, dans sa composition, peut avoir 8 membres sur les 12, voire même les 11. Vous pouvez même avoir les 11 qui soient issus d'un seul et même parti. Non, d'anciens, on leur demande... On leur demande simplement de démissionner. Voilà. On va dire qu'ils sont d'anciens. Encore qu'ils ne vous ont jamais présenté la copie de leur démission du parti. Je crois que là n'est pas le débat. Le débat, c'est que les uns et les autres s'élèvent. C'est pour cela qu'il est difficile de voir, et ça vous allez voir difficilement dans un conseil constitutionnel, des personnes d'un certain âge. Je veux dire des personnes de 30 ans. De 35 ans, parce qu'on estime que ces personnes n'ont pas encore toute l'expérience requise pour pouvoir s'élever, se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Je pense donc que tous ceux qui composent aujourd'hui le Conseil constitutionnel, c'est la même chose avec ELECAM. C'est la même chose avec ELECAM, où je ne vois pas en quoi les responsables de l'ELECAM, les chefs d'antenne, les chefs d'agence, et les délégués régionaux et les membres du conseil électoral se sentent tenus ou alors obligés de tout faire pour faire réussir les listes de candidature du RDPC, du parti au pouvoir. Je ne vois pas en quoi ils se croient tenus obligés, alors que la loi voudrait qu'ils soient garants de l'équité et de l'égalité de tout le monde en compétition. C'est toujours la même chose avec notre administration. Il n'est pas interdit à un fonctionnaire d'avoir une carte de parti. Ça, il n'est pas interdit. Même si un parti s'est arrogé le droit de dire que tant qu'il sera au pouvoir, les gouverneurs de région sont des délégués statutaires à son congrès. Ça, c'est le RDPC qui est libre de le dire. Et une fois donc que le RDPC n'est pas au pouvoir, les gouverneurs de région ne seront plus forcément délégués statutaires au congrès, parce que nous, par exemple, au SDF, une fois au pouvoir, nous n'avons pas cela dans nos textes. Peut-être donc que, assis sur un certain nombre d'appétits, et nous voyons aujourd'hui certains gouverneurs prendre du volume physique au point que leurs tenues ne réussissent même plus à rentrer dans leur corps, peut-être c'est assis sur ces appétits qu'ils se disent qu'il faut tout faire pour se maintenir au pouvoir de peur de perdre. Mais ça, c'est pas ça, défendre la République qui nous appartient à tous. La République, c'est la chose publique. Il faut donc que les uns et les autres, une fois nommés, parce qu'aujourd'hui nous en sommes encore à l'étape malheureuse de la nomination,
malheureuse de la nomination, et tout cela participera de la révision de la Constitution, où il faudra envisager d'autres mécanismes qui ne soient pas la nomination. Il faudrait voir, pourquoi pas, que certains groupes, plus ou moins, que ce ne soit pas seulement l'affaire du seul Parlement ou, c'est pas moi, du président de la République, on peut associer d'autres grands groupes qui, entre eux, s'asseyent et désignent leurs représentants dans une institution comme celle-là pour apporter un peu plus de neutralité. Nous pensons que si on demandait, par exemple, nous le voyons avec les universités, où les recteurs sont nommés par le président de la République, et parfois, ceux qu'on nomme ne sont pas forcément ceux qui, sur le plan du cursus académique, seraient les mêmes à mieux d'assumer ce genre de fonction. Mais il y a un texte qui veut qu'on dise, on dit couramment au Cameroun, trivialement au Cameroun, que le grade appartient à l'individu et la fonction à l'État. Tout cela engendre un certain nombre de frustration au point que le travail ne puisse pas se passer de manière plus ou moins sereine. C'est autant de choses qui nous interpellent et pour lesquelles nous interpellons également le gouvernement à essayer d'apporter des correctifs dans la pratique. Il y va d'une prise de conscience globale pour que chacun de nous, à son niveau, mais seulement chacun de nous crée sa république. Chacun de nous veut créer sa république. Les administrateurs se réfugient derrière une histoire de représentant du président de la République. Le sous-préfet vous dit, ici, c'est moi le représentant du président de la République. Ça veut dire que monsieur le sous-préfet, ou alors madame la sous-préfète, peut se lever et gifler un enseignant devant ses élèves, simplement parce qu'il est le représentant du président de la République. Et vous ne verrez personne lever le petit doigt. Et aussi, c'est une affaire de camarades, de promotion. Vous allez dans certaines villes, ils sont tous issus de l'INAM. Le sous-préfet, le magistrat, le juge qui est là, le magistrat de siège, le magistrat, le magistrat du parquet, ils sont tous issus de la même école. L'inspecteur des impôts, le trésorier peur, ils sont tous issus de l'INAM et ils ont été formés dans le cadre de la même période, dans la même formation. Ils se connaissent depuis l'école et à un moment où c'est le hasard de la vie, ou simplement parce qu'ils s'organisent également, on vous les envoie dans un même arrondissement ou dans une même ville au même moment. Et à côté de le commandant de brigade qui est là, ou alors le commandant de compagnie, était également au même moment à l'EMIA à côté. Ils se sont retrouvés dans le cadre de la formation militaire, ils se connaissent tous, et cela n'est pas pour faire avancer normalement le travail, parce que c'est les coups de fil, c'est les recommandations, c'est donc. Je crois qu'il faut que nous fassions des avancées et vivement que notre République arrive. Je le dis, la solution, c'est de faire émerger une autre République. Ok. Voilà, on va revenir sur le sujet central. Poléum, on est d'accord qu'il y a nécessité de revoir la Constitution, vous maintenez? Oui. Quels sont les points que vous aimeriez voir révisés? Premièrement, ce que j'aimerais voir... On reste sur 7 ans? Non, on revient sur 5 ans. Oui. Nous sommes l'un des rares pays sur Terre où le mandat présidentiel a encore 7 ans. Il faut nous adapter au monde moderne. 7 ans, vous faites 2 mandats, 14 ans. Moi, j'ai vu le président Obama, quand il arrivait, il avait les cheveux noirs. Quand il repartait, les cheveux, au bout du premier mandat, les cheveux étaient déjà blancs. Chez nous, on a des gens qui peuvent faire 38 ans, les cheveux sont toujours beaux. Donc, il est question de ramener déjà le mandat à 5 ans, qu'on inscrive un scrutin à 2 tours. Même pour les législatifs et pour les municipales, ça peut se faire. Je dis un scrutin à 2 tours. Comme en France? Non, oui, et comme en France, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système au niveau des municipales et législatives qui permet d'avoir d'abord la majorité et ensuite on fait un proportionnel dessus. Ce qui n'est pas mauvais.
Mais bon, il y a des améliorations. Il faut amener toutes les améliorations qui vont avec la réforme du code électoral, c'est-à-dire l'âge à 18 ans, limitation d'âge pour la candidature à la présidentielle, le bulletin, bref, tout ce qui va avec tout cet habillage-là. Voilà, on va donc prendre la réaction de Aristide Mono depuis Yaoundé, la capitale. Le professeur Joseph Owona, il était ce jour devant le Parlement réuni en congrès. Comment vous accueillez l'arrivée du professeur Owona au Conseil constitutionnel? Je pense qu'il faut lire la posture du professeur Owona suivant en fait ces deux casquettes. Je parle des postures possibles au sein de cette institution suivant les deux casquettes. Déjà, c'est un apparatchik du régime, donc l'une des têtes pensantes de cet appareil et qui reste fidèle en fait à ceux-là qui l'ont toujours soutenu et qui l'ont accordé quand même quelques grâces. Donc suivant cette casquette de politicien, il est difficile de présumer une certaine qualité dans sa démarche, étant donné que, comme je le disais, personne ne peut militer pour la chute de ceux qui le maintiennent depuis fort longtemps. Donc sur cette base-là, le professeur Owona doit mériter la confiance qui lui a été faite par ceux qui l'ont nommé, c'est-à-dire le président Paul Biya. Il serait donc maladroit de penser qu'on aura un professeur Joseph Owona Bonegen. Je parle en prenant en considération cette casquette d'apparatchik de compte de ce régime, personne ayant apporté en fait ces réflexions, ces brillantes réflexions pour la survie donc, de ce régime qui a pensé les mécanismes de reproduction. Donc sur cette base-là, c'est naïf de dire qu'on s'attend à ce qu'on ait un nouveau professeur Owona. Maintenant, il y a également le scientifique. Je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant du travail abattu par la commission Owona au cours des années de presse. Différentes commissions de la tripartite avaient produit un travail un peu plus objectif qui malheureusement n'avait pas été pris en compte par le régime parce qu'on avait estimé en tout cas que sa commission était allée au-delà des attentes. Donc si on a ce professeur Owona, je pense que beaucoup de choses peuvent changer au niveau du fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui est restée aujourd'hui comme une chambre, comme les autres chambres qui doivent jouer le concours dans l'appareil étatique, c'est-à-dire une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance. On l'a vu lors du contentieux pré- et post-électoral. Donc, le professeur Owona va peut-être se surpasser et se mettre à dos, en fait, ceux-là qui ont misé. Voilà, on retient d'Aristide Mono, il dit que le professeur Owona, il y a le technocrate en qui on peut faire confiance, mais le politique, il émet des réserves. Tout naturellement, je le disais également tout à l'heure, j'attends de voir une nouvelle personnalité, un nouveau personnage, et je le connais capable d'un sursaut d'accueil, parce que, comme je l'ai dit, il y va de l'intérêt de l'avenir de notre pays. Et déjà au sein du Conseil constitutionnel, il y a pas mal de constitutionnalistes de renom, comme le professeur Bipounvoum et tous les autres. Nous pensons que si le Conseil constitutionnel jusque-là prenait ses marques, aujourd'hui ils ont toute la mesure de la situation, parce que par moment ils n'ont pas que des décisions à prendre sur le plan du droit, mais ils ont également de plus en plus un certain aspect politique qu'ils doivent prendre en compte, et pourquoi pas dans le sens plutôt d'apaiser. Parce que je me rappelle, le Conseil constitutionnel, je revois le contentieux électoral, je revois les avocats du MRC, du SDF, devant le Conseil constitutionnel, notamment Maître Ngwana Moustapha, dans sa plaidoirie, pendant sa plaidoirie, est interrompu par le président Clément Tangana, le Conseil constitutionnel, et qui lui demande: Maître, avec ce que vous dites, vous pensez que si nous annulons les élections et que nous devions les organiser dans 20, êtes-vous capable de les réorganiser dans 20 jours?
parce que l'argumentaire était assez costaud, mais tout de suite la sanction était là, irrecevable. Et les mêmes arguments ont été ramenés en 2020, des moments pré-législatifs. Il s'est vu obligé, cette fois-là, de faire annuler les élections parce que, effectivement, les élections n'ont pas eu lieu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives, malgré que le Conseil constitutionnel seul, ainsi que les commissions départementales et communales de supervision, elles sont seules à connaître comment elles s'organisent pour nous donner les résultats que nous avons. Et voilà pourquoi nous appelons, et nous le disons, nous ne sommes nullement opposés dans tous les cas. Le SDF est l'un des pionniers, l'un des pionniers pour la revendication de la réforme et de la révision constitutionnelle. Et nous pensons que les autres également nous rejoignent dans ce combat qui participe de la lutte politique, qui est une action dynamique, qui est une œuvre continue et permanente, et elle n'est jamais achevée. Et nous continuons à être donc éveillés et à appeler les Camerounais à rester mobilisés, surtout en posant le premier acte, celui d'aller vers le bureau d'Ilikam pour se faire inscrire sur les listes électorales. Voilà. Le deuxième pas, ils le feront avec le retrait de leur carte. Le troisième, en se mobilisant pour aller, le jour du vote, mettre le bulletin dans l'urne, parce que nous avons près de 7 millions d'inscrits, chiffrés l'ECAM. Mais nous avons 3 millions de votants. C'est un problème. Malgré les votes multiples et toutes les autres fraudes. Où sont les autres 3 500 000 ou 4 millions? Ils restent à la maison, ils refusent d'aller voter et après continuent à se plaindre. Non. Ils doivent se mobiliser. Et ils doivent également mobiliser les autres pour que nous atteignions, pourquoi pas, le cap de 10, 11, 12, 13 millions d'inscrits, parce que nous en sommes capables. Il faut donc que les jeunes comprennent que personne à leur place ne viendra défendre leur situation. Okay. Il faut qu'ils se mobilisent aujourd'hui pour s'inscrire sur les électorales, parce que là, les listes sont ouvertes. Les listes sont ouvertes, même si les camps pour le moment ne se déplacent pas encore sur le terrain, je ne sais pas trop pourquoi, mais les listes sont ouvertes et il faut que les jeunes s'inscrivent, se bousculent maintenant devant les bureaux de l'ECAM pour se faire inscrire, parce que je le dis, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Quelle surprise? La surprise de la tenue imminente d'une autre élection présidentielle. Je le dis, et je le dis, et je le réaffirme, je le clame ici, je le dis, tous les indicateurs sont au rouge, ou tout au moins au vert, pour nous dire que soyez prêts à tout moment, cela peut intervenir. Et pas seulement la présidentielle, parce que même les municipales et les législatives, on peut y revenir. Premièrement, vous savez que dans les zones anglophones, on ne peut pas dire qu'il y a eu élection. Soyons honnêtes, il n'y a pas eu élection là-bas. Les taux officiels... Paul, moi je suis encore en contentieux devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Non, c'est là. Je ne voudrais pas tout de suite. Serge Alain va me dire que j'aime attirer cela vers moi. Je veux aujourd'hui laisser les conseillers encore un peu tranquilles en attendant que la Chambre administrative décide de nous appeler un jour là-bas et que nous allions donc là-bas régler le problème. Non seulement il y a cela. Déjà, ce qu'il vient de dire, de relever, est quelque chose qui est quand même frappant. On va à une élection. Le contentieux ne finit pas, mais on a déjà installé tous les maires et les maires d'arrondissement et les maires de ville. Si maintenant à Douala Premier, le cas qu'il évoque, qui est le nôtre ici à Douala Premier, on annule les élections. On fait comment? On repart en cause d'élection alors qu'on avait installé le maire d'arrondissement et le maire de ville et conseiller municipal de Douala Premier avait déjà voté. C'est des anomalies comme ça que nous voulons. Le nouveau code général de la décentralisation a prévu tout ça. Justement. Et la crise anglophone, si on résout la crise anglophone, semble serein, même s'il y a... ça engage. Donc, semble très serein. Oui, bien sûr. Moi, je suis optimiste, hein, Serge. En fait, j'entends certains dire, n'allez pas vous inscrire parce qu'on connaît déjà le résultat. C'est faux. Non, je suis opposé à ce discours. Je suis opposé à ce discours totalement, et je dis qu'il faut surtout que les jeunes
qu'ils portent ce message à leurs parents, qu'ils se lèvent, et c'est maintenant qu'ils doivent se lever. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous allons plonger pour plusieurs années encore dans la pauvreté. Je le dis et je pèse mes mots. Nous sommes au SDF. Il y a des mécanismes simples, prévus par la Constitution, prévus dans la loi des finances, pour le président de la République de mobiliser des fonds. Le président de la République se fait absent pendant plusieurs jours. Le Covid-19 avance et l'on veut nous résoudre à ne même pas revendiquer ou à chercher le président. Et nous disons que le président peut prendre une ordonnance pour mobiliser les fonds. Cela doit attendre 2 mois, 3 mois, qu'on en soit à plus de 200 morts pour qu'après que le président prenne une ordonnance, que le ministère des Finances même peine à mettre en application. C'est vrai, il va mettre en application, mais ça doit faire encore l'objet d'un projet de loi, parce que cette ordonnance doit encore passer devant la table des députés pour être validée. Or, quand l'honorable Joshua Ozil le dit, tous les députés du SDF, du RDPC, tout le monde dit non, le président a fait non. Nous disons que ce n'est pas suffisant. Nous le disons, le président de la République, tel que proclamé par le Conseil constitutionnel, est le président. Il n'y a pas encore eu de vacances à la tête de la République et il faudrait que le président prenne en compte la situation actuelle du peuple camerounais. Que la misère a atteint le paroxysme et c'est de cette misère-là que découle tout le reste des décès. Le choléra, le paludisme, la famine, qui tue les gens tous les jours et qui tue 10 fois plus que le Covid-19 dont on nous pompe les oreilles tous les jours. Nous allons vivre désormais avec le Covid-19 en lavant régulièrement les mains, en essayant de porter les masques que nous pourrons avoir, parce que nous n'aurons pas tous 1300 pour acheter les masques SICAM. Nous prendrons ceux que nous trouverons plus proches de nous et nous essayerons plus ou moins de respecter la distanciation sociale. Merci. Que ferons-nous en septembre prochain quand tous les élèves, les écoliers vont repartir à l'école? Est-ce qu'ils seront 80 en salle de classe ou alors on va construire d'autres salles de classe d'ici à septembre? Bon. Nous, rapidement, une minute, on espère que nous allons répondre aux défis et enjeux de l'heure, que le gouvernement va être prompt à réagir. Et je voudrais juste dire, j'ai vu l'affaire de M. Mamadou Mota, je l'ai connu dans mon passé politique. C'est aujourd'hui dommage qu'il soit encore en prison parce que vous savez qu'il il est allé en prison dans le cas de la marche de son parti politique. Et après, il y a eu des émeutes en Kondengui où il a été condamné. Donc, j'espère qu'il finira par sortir de là un jour. Et j'adresse toute ma compassion à sa famille nucléaire et à sa famille politique aussi. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir donc. Mamadou Mota.